Bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'on nous entend sans micro déjà? Est-ce qu'on a besoin du micro? Oh, c'est mieux. Pas vraiment? Tu préfères le micro? Moi, je sais pas. Je sais pas. Comme tu veux. Ça attirerait les gens qui sont à l'extérieur. Oui, on va faire comme ça. Un petit Juste peu. une question pour commencer. Qui a déjà lu de la science-fiction? Levez les bras. D'accord. C'est bien. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais. Qui a lu Rossignol déjà? C'est pour savoir à quel point... Ah, papa et maman, ils ont En lu. cours, Ok. oui. En cours, ok, ok. Moitié, Euh, moitié, moitié. Moitié-moitié. Donc, on reçoit aujourd'hui Audrey. Donc, Audrey, qui est déjà bien connue des lecteurs d'imaginaire, même si elle reste jeune, bien évidemment. C'est déjà deux Rony Aîné. Tu vois, je ne me suis pas trompé cette fois. De prix Rognéné, oui. De prix Rony Aîné pour des nouvelles. Donc, Mm. encore 5 ans et quelques gouttes de thé. Oui. C'est aussi l'année dernière le prix Utopial 2023 pour Rossignol dont on va parler. J'en profite pour dire que nous avons une magnifique couverture d'Aurélien Polis qui se cache au premier rang et qui est Manceau. Hein, donc, très belle couverture. Et donc, Audrey, Oui. comment devient-on autrice de science-fiction? Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Tu commences toujours par des questions très voilà, Simple. simples. Voilà. Et facile d'y répondre en quelques secondes, évidemment. Je crois que personne n'a quoi que ce soit à faire ce soir. Voilà. Alors, comment on devient autrice de science-fiction? C'est une très bonne question. On écrit, tout simplement. On se met à écrire et au lieu d'arrêter de... Enfin, on arrête de penser à se mettre à écrire et on s'y met, ce qui est un passage un peu difficile parfois. Et puis... pourquoi la science-fiction? Pourquoi écrire de la science-fiction en particulier? Parce que j'en ai lu et que c'était ce que je lisais le plus. Donc je pense qu'il y a aussi tout simplement une façon de reproduire ce que je lisais le plus comme genre littéraire. Et puis voilà, l'envie d'aller un peu jusqu'au bout d'un texte, c'est pas seulement de commencer des textes, comme je pense beaucoup de personnes l'ont fait, puisqu'on sait qu'un Français sur 5 a commencé ou a pensé à écrire un livre. Donc voilà, un peu le challenge personnel de se dire, bah, cette fois, je vais peut-être aller au bout et à mettre vraiment le point final à un texte. Donc c'était sur ça, surtout. Et si on parle d'un point de vue scolarité, parcours académique, Mhm. est-ce que ton J'étais une parcours, bonne élève. tu étais une bonne élève? C'est ce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas trop d'enfants, mais soyez bons Voilà. élèves. Est-ce que tu as un parcours qui incitait plutôt à aller vers les sciences? Tu as un parcours de Ah, scientifique? alors non, pas du tout. Ah oui, la science-fiction dans le sens scientifique, pas du tout. Euh, Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'étais plus attirée par le côté littéraire, purement et simplement. Mais je n'ai jamais pensé, même si j'étais grande lectrice enfant, que ça pouvait être un métier, en fait. Que ça pouvait m'amener même au métier du livre, par exemple. Donc moi, je suis plutôt partie dans tout ce qui était... Enfin, j'ai fait bac ES, enfin, économie, sciences sociales, prépa, école de commerce. Donc plus sur l'économie et les sciences sociales. Et ensuite, j'ai continué dans ce métier-là, sur du management, en école de management. Et puis, je suis partie en humanitaire, en fait, sur le terrain, pendant plusieurs années, dans plusieurs pays. Et ensuite, je suis revenue en France et j'ai travaillé dans le domaine social, où je travaille encore, en fait, actuellement, donc avec des aspects beaucoup plus de sociologie, de politologie, des sciences politiques, de droit, mais plutôt de droit. Je travaille dans le droit des femmes, je travaille dans les droits humains. Et donc la science-fiction, à ce moment-là, je l'ai abordée du côté des sciences sociales. Donc en fait, il y a des courants de science-fiction qui sont de la soft science fiction, donc de la science-fiction orientée, enfin nourrie plus par les sciences sociales. Voilà, ce qui ne m'a pas empêché quand même qu'il y ait des sciences dures dans Rossignol, mais pour cela, je suis allée chercher les compétences spécifiques en potassant, en travaillant, en potassant énormément, et puis en m'entourant également de plusieurs personnes scientifiques qui ont pu apporter un regard aussi plus de sciences dures sur ça, mais c'est le cas d'autres écrits. Voilà, mais c'est aussi un domaine qui me passionne sans que ça ait été un objet d'étude, on va dire. D'accord. Et là, tu viens de casser un mythe, je pense, pour beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un travail?
en Oui, plus d'être autrice? j'aime bien manger en fait, et voilà. Et l'écriture ne nourrit pas aujourd'hui, hein. Le statut des auteurs, enfin très très peu d'auteurs arrivent à vivre totalement de leur plume, et même ceux qui y arrivent ont souvent des activités annexes de traduction ou d'éditeur ou de journaliste. Voilà, moi c'était juste l'écriture, et donc non, j'ai un autre travail quand même. D'accord. Et dans ton parcours, avant d'être publié par le Bélial, tu Mhm. as eu aussi un parcours en auto-édition. Mhm. Comment ça se passe? Comment on avance et comment on se fait repérer par un éditeur comme le Bélial? Alors en fait oui, l'auto-édition, donc pour ceux qui ne savent pas, quand on a un manuscrit et qu'on le propose à des maisons d'édition, on passe sur de l'édition à compte d'éditeur. Les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits, ils prennent très peu de nouveaux auteurs, ils en prennent hein, quand même. Voilà, moi mon premier roman que j'avais écrit, qui était de l'anticipation sociétale, pour faire enfin, dans le genre de la science-fiction, mais plutôt en anticipation sociétale, je l'avais envoyé à des éditeurs et j'avais eu des réponses négatives. Et j'étais vraiment chez moi toute seule à faire ces envois, et j'ai voulu quand même que le livre existe, quand même, ce livre existe. Donc j'ai décidé de passer par l'auto-édition. Donc l'auto-édition, c'est là où l'auteur se pose également comme son propre éditeur et donc travaille sur une maquette, une couverture, des corrections, faire imprimer le livre, puis le diffuser. Donc c'est faire tout le travail éditorial tout seul. C'est beaucoup de travail, avec des compétences qu'il faut aller chercher ou qu'il faut apprendre. Il y a différents canaux et ça amène quand même une visibilité assez restreinte en final dans les librairies et les diffuseurs. Mais moi, ça m'a permis de faire des salons du livre, d'arriver avec un stand, une table, de rencontrer des lecteurs, que le livre il soit enfin lu, d'avoir des retours de lecteurs. Donc j'ai su ce qui avait marché, ce qui ne marchait pas. Donc j'avais aussi ce regard sur mon écriture et mes thématiques. Et donc ça m'a permis aussi, sur les salons du livre, de rencontrer les éditeurs, d'aller les voir, ce que je n'avais pas fait au début. Au début, moi, j'envoyais par l'adresse mail manuscrit@maisondéditiontrobien.com en fait. Et donc là, j'ai mieux compris ce qu'ils recherchaient, j'ai mieux compris les lignes éditoriales, j'ai mieux compris, enfin, on a beaucoup plus discuté. Et là, j'ai commencé à travailler plutôt des nouvelles. Et les nouvelles m'ont fait beaucoup repérer dans des anthologies. J'ai été invitée à participer à des anthologies par des maisons d'édition. Et puis il y a des nouvelles qui ont gagné des prix. Et c'est à ce moment-là où le Bélial m'a après contactée. Je squattais beaucoup sur leur stand hein, déjà, parce que j'étais lectrice de leur titre. Et c'est là où ils m'ont contactée pour me demander si j'avais un texte à leur proposer. Donc c'est eux qui sont venus me chercher après parce que grâce à l'auto-édition, j'avais été visible. Donc c'est quand même un bon moyen aussi de faire la première expérience dans le monde du livre en tant qu'auteur. Et en tant qu'autrice, parce qu'aujourd'hui, donc, tu as un travail, tu as Oui. des enfants, Oui. tu es écrit, deux enfants, pas deux écrits. Non. Quelle discipline on met en place pour trouver ce temps d'écrire? Parce que c'est pas un loisir, c'est un vrai travail à part entière. Oui, bah, en fait, je pense que tu as dit le mot, c'est la discipline, justement, de l'écriture. Alors, j'ai commencé à écrire, j'avais pas d'enfant, déjà, j'avais un travail, mais j'avais beaucoup plus de temps. Donc, c'est surtout quand ils se sont rajoutés qu'il a fallu réorganiser. D'abord, il y en a eu un, après, il y a eu le deuxième. Mais oui, c'est la discipline de se dire, quelque part, c'est des petits mantras de se dire, j'ai pas envie, moi, le soir. Hein. Le soir, je rentre de mon travail, j'ai fait le tunnel. Vous savez, quand vous avez des enfants, le tunnel où on s'occupe de ces enfants de 18h30 à 20h30, là, où on n'existe plus pour personne. Et à 20h30, je les couche, j'ai pas envie de me mettre à écrire à 21h, 21h30. Donc c'est la discipline de me dire, j'y vais quand même, ça va être douloureux, mais je regretterai jamais ma séance. C'est-à-dire que je m'imagine, moi, dans 2 heures, je serais contente, en fait, de m'y être mis. Mais généralement, j'y vais, j'ai pas vraiment envie de m'y mettre. Mais c'est un peu se forcer, en se disant, voilà, je regretterai jamais. J'ai jamais regretté une séance d'écriture. J'ai jamais regretté après en disant, ah, j'aurais pas dû écrire 3 chapitres ce soir. Vraiment, voilà. Des fois, l'écriture est moins bonne parce qu'on est fatigué. Mais sur un premier jet, c'est pas grave. Un premier jet, un premier brouillon, il sera toujours laid, mais au moins il aura le mérite d'exister. Ce sera la plus belle chose à propos de ce premier jet. Donc voilà, donc c'est une discipline de se mettre. Moi, je fais à peu près 3 séances d'écriture par semaine. Donc où je sais que c'est des soirs qui y sont dédiés.
Mon compagnon sait que c'est des soirs qui y sont dédiés. Mes enfants ne savent pas, mais bientôt ça va venir, que ça est dédié. Et puis voilà. Puis savoir aussi ne pas lâcher son texte. Ça, c'est aussi des conseils d'écriture qu'on m'a donnés. Quand on commence un texte, il ne faut pas le laisser poser pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, parce que c'est d'autant plus difficile de reprendre l'écriture. Donc il faut plutôt essayer de, un peu tous les 2-3 jours, écrire ne serait-ce qu'une petite demi-page ou un petit paragraphe, en fait. Ne jamais s'éloigner trop de son texte. Parce que sinon, c'est d'autant plus difficile de s'y remettre. Et puis voilà, concrètement, moi, le soir, j'ai toujours entre écrire et Netflix. Bon, des fois... plus facile. L'un est plus facile que l'autre, très bizarrement. L'écriture, bien sûr. Bien sûr. On a compris. Et en termes d'écriture toujours, est-ce que tu fais partie de ces auteurs-autrices qui savent exactement où ils vont quand ils commencent, ou est-ce que l'histoire vit par elle-même et elle atterrit où elle veut atterrir? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu utilises... comment l'acte en lui-même de création se passe? Alors, là, tu décris les 2 types d'auteurs qu'on a un peu décrits. C'est accidentel. C'est accidentel. Donc il y a ce qu'on appelle l'architecte et le jardinier, ou l'architecte et la jardinière. Mais évidemment, jardinière au féminin, c'est bizarre. Ça fait macédoine de légumes. En fait, donc l'architecte en écriture, la personne qui planifie entièrement son intrigue, ses personnages, avec des fiches de personnages, qui a ses scènes, qui a son script en fait, et qui suit totalement une histoire construite dans son esprit dès le début. Le jardinier et la jardinière va plutôt écrire au fil de l'eau, laisser les personnages un peu évoluer comme ils veulent, les intrigues vont arriver spontanément, et puis à la fin... tout finit par bien se ficeler. Donc voilà, c'est un peu les 2 types. Bon, personne n'est totalement architecte ou totalement jardinier. Moi, j'ai un peu les 2. J'essaye quand même au début, j'écris juste comme ça, en total, voilà, j'ai vaguement une idée de thème. Au fur et à mesure de l'écriture arrivent des sous-thèmes. Et après, je reprends un travail de structuration que je fais avec Excel. Parce que les tableaux Excel, c'est la base. C'est parfait pour s'organiser. Et donc là, je restructure pour savoir à peu près quels sont les nouveaux éléments que j'ai amenés sans faire exprès, qu'il va falloir que je réintègre dans une structure. Et puis la séquence d'écriture suivante, ça peut être soit suivre mon plan, soit de nouveau laisser un peu la plume faire son chemin. Parfois, quand je suis bloquée, je vais juste essayer de laisser mon plan de côté et de juste... improvisé, on va dire, sachant que de toute façon il y a des relectures nombreuses sur les textes. Donc il y a des fois où effectivement j'étais allée dans des directions, j'étais pas allée jusqu'au bout de l'intrigue. Par exemple, j'avais exprimé un personnage qui avait un certain mal-être, j'en reparle plus du tout après. À la 2e relecture, je vais corriger. Et donc je vais reprendre un peu et fermer des portes, comme on dit. Donc toutes les portes que j'ai pu laisser ouvertes, je les ferme comme ça au fur et à mesure de la 2e lecture. Puis il y a une 3e lecture, une 4e lecture, une 5e lecture, une 10e, une 20e. Donc on lisse. Moi, je relisse beaucoup les intrigues et les textes comme ça. D'accord. Et du coup, Rossignol, d'où ça a popé? Comment c'est arrivé? D'où vient cette histoire? Donc pour ceux qui l'ont pas lu, je dis juste le principe de base, c'est sur une station spatiale, longtemps dans le futur et loin dans l'univers, on va dire, où cohabitent de nombreuses espèces non humaines. Je dis pas extraterrestres parce qu'il n'y a même plus de mention de la Terre, donc sont dit non humaines, et elles cohabitent en termes politiques, en termes économiques, mais également il y a des hybridations interespèces, voilà, pour dire ça. Ce concept-là, juste d'avoir cette cohabitation d'espèces et voir comment c'est possible physiquement de cohabiter sur une station spatiale, sachant qu'ils ont tous des besoins différents, donc la station s'adapte aux besoins de chacun. Ça vient d'un trope de la SF qui est assez classique, qui est, comme vous voyez, c'est le bar dans Star Wars, dans l'épisode 4, le premier, Un Nouvel Espoir, où toutes les espèces extraterrestres sont dans le même bar, elles boivent les mêmes cocktails, elles écoutent la même musique, dansent de la même façon, ils parlent et ils se comprennent tous. Et moi, je suis partie du principe que ce n'était pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Si la vie est apparue sur différentes planètes ou lunes en réponse à des contraintes environnementales, de gravité, d'oxygène, de rayons, de radiation, etc., la vie aura pris des formes différentes.
Tout comme les humains sur Terre n'ont pas la même forme, n'ont pas évolué de la même manière que des mammifères aquatiques. Enfin, je veux dire, ça se voit déjà sur notre planète. Donc, on ne pourrait pas juste avoir cette scène du bar dans Star Wars. On ne pourrait pas prendre un verre tranquillement avec un Vulcain pour Star Trek, par exemple. Donc c'est ça qui m'a fait, je me suis dit, tiens, ce trope de la SF, il y a quelques films et séries, ou même des livres qui en ont un peu parlé, mais je suis partie de cette un peu aberration physique pour faire un lieu où ce serait possible, parce que le lieu, les pièces s'adapteraient constamment aux besoins physiologiques de chaque individu. Et ton personnage qui évolue au sein de cette station, elle passe de l'enfance, fin de l'enfance, à l'âge adulte. C'est une spéciale dédicace pour toi, Stéphanie. Voilà. Ce passage révèle quand même pas mal de choses en termes d'ambiance de la station. Enfant, elle a cohabité naturellement avec toutes ces espèces-là. Et dans ce passage à l'âge adulte, elle se rend compte que peut-être tout n'est pas si rose. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates au niveau professionnel, cette différence entre le jeune et l'adulte ? Oui. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Donc dans Rossignol, on suit un personnage qui fait un peu, on voit son parcours de vie de son enfance jusqu'à l'âge adulte, et effectivement elle a été élevée un peu naturellement dans la station au milieu de toutes les espèces non humaines, donc d'un milieu très multiculturel, même interculturel, puisqu'il y a des échanges et des personnes hybrides, donc ça se mélange énormément, et elle l'a pris comme dans l'enfance où on prend naturellement notre environnement, il est tel qu'il est, et il a ce phare de l'enfance qui fait qu'il est relativement naturel et parfait, on le prend comme il est, et effectivement dans son passage à l'adolescence puis à l'âge adulte, elle va réaliser que tout n'est pas rose, qu'il y a des tensions, qu'il y a des scissions, qu'il y a des personnes qui s'opposent. Alors quand on est enfant, on réalise pas tant que ça. On est au courant qu'il y a des guerres dans le monde et des situations de violence, mais des situations de tension, des désaccords politiques, vraiment des écoles de pensée foncièrement différentes. C'est quelque chose auquel on s'éveille plus vers l'adolescence, quand on commence à avoir la conscience politique, on se rebelle contre les choses. Et voilà, donc c'est un peu ce chemin qu'elle fait, elle, intérieurement, et puis également des choses se cristallisent par ses propres expériences d'amitié, par rapport à sa famille aussi, jusqu'à un moment, est-ce que dans l'adolescence, dans l'âge adulte, on décide d'agir en fonction d'un positionnement politique qui se met en place, d'une conscience politique qui arrive un peu à maturité. Et j'ai même trouvé qu'au-delà de cette conscience politique, qu'on voit arriver évidemment, parce que quand on parle d'hybridation, qu'on parle de différentes espèces, il y a toujours cette question qui reste un peu sur le fond et qui fait écho aux actualités. Elle ne se rend même pas compte, enfant, de cette différence. Elle ne prend pas l'autre comme étant différent. Le visage, l'enfant reste un peu le neutre dans cette histoire. Oui, en fait, là, c'est plutôt des aspects de la sociologie que j'ai utilisés, le fait que, quelque part, la structuration de la société par rapport à des différences c'est un acquis social, c'est quelque chose qui est qu'on acquiert plus tard. C'est pas en enfance, dans l'enfance, il y a moins, ces barrières-là sont moins vues et vécues, et les enfants ont moins ces séparations en fait en tête. Donc en plus un élan naturel dans tous les cas vers toute autre forme de vie, en l'occurrence, parce que c'est des espèces non humaines. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on sait, et que c'est effectivement au fur et à mesure que ces différences s'inscrivent dans les pensées des gens, et donc dans leur attitude avec l'autre. Mais c'est des parcours de vie qui sont extrêmement complexes et individuels. Ça tient à l'expérience de chacun. Et je l'ai trouvé beaucoup plus empathique, enfant, à vouloir tenter, enfant et adolescente, à vouloir tenter l'expérience de se rapprocher du vécu de ses camarades, des A notamment, je dis pas de bêtises, A. Non, c'est ça. C'est ça. Notamment en prenant des drogues ou en tentant des expériences particulières, la fameuse drogue. La fameuse drogue, il y a de la drogue dans ce livre. Il y a de la drogue dans ce livre, il y a un trigger warning important à avoir dessus.
Cette envie d'aller vers l'autre, Ouais. tu penses qu'elle s'estompe quand on vieillit? Ok. Ouais, c'est la deuxième question Ouais, dure. c'est la dernière question dure. Non, alors, j'explique juste l'utilisation des drogues. Il y a une métaphore là-dessus qui est quand on est sur une adolescence, on a aussi un désir d'absolu, un désir de. Voilà, on cherche aussi une certaine mystique quelque part. Et là, mon personnage utilise ces drogues pour justement perdre un peu cette conscience dure de ses limites physiques et pour pouvoir vraiment être dans la communion totale avec sa meilleure amie notamment qui est non humaine et pour le coup très très différente d'elle, mais voilà, pour se rejoindre sans les limites physiques à un niveau purement d'expérience un peu, bon, et les drogues en l'occurrence, mais ça aurait pu être autre chose. Donc voilà, ce besoin absolu qu'on a aussi un peu à l'adolescence, ce besoin de sentir qu'on fait partie d'un grand tout, enfin voilà, qu'on communie avec quelque chose au-dessus de nous en fait, donc toutes ces expériences qu'on peut avoir à ces moments-là. Et alors, je ne sais pas, ah oui, la deuxième partie de la question. Et donc, je ne sais pas, hein, je pense que ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de chacun. Si, quand on vieillit, on est moins à aller vers l'autre. Mais ce que je mets aussi dans Rossignol, c'est que je le dis en toute transparence, c'est que ce n'est pas toujours facile voilà, d'aller vers l'autre et de s'ouvrir totalement à des personnes qui auraient une expérience de vie complètement différente ou une façon de voir les choses complètement différente. Il y a un confort à rester entre personnes de la même culture et qui se connaissent et qui se comprennent et qui ont vécu la même chose et que c'est aussi un effort et je ne sais pas si à un moment il y a aussi une fatigue, j'en sais rien, mais ça dépend de chacun je pense. Et quand tu parlais tout à l'heure de tropes autour de ce vivre ensemble qu'il y a Ouais. dans la science-fiction et qu'on voit notamment dans Star Wars, on a dans Star Wars quand même essentiellement des modes de communication qui sont assez proches, Ouais. vocaux, hein, pour être clair. Dans ton roman, enfin dans ta novella, Oui. peut-être qu'il faudra qu'on explique ce qu'est une novella, mais dans ton court roman, il y a différents modes de communication. Il y a les signaux lumineux, mais il y a Ouais. aussi la télépathie. Ouais. Et un des critères pour entrer sur cette station, c'est le consentement. C'est le consentement. Ouais. C'est le consentement. Tu peux nous expliquer ce principe sur cette station? Ok. Alors, sur la question des modes de communication, oui, hein, je voulais faire quelque chose qui était différent du trope qu'on a en SF, qu'on rencontrerait, ou en SF, ou même sur les questions de détection et de communication avec d'autres formes d'intelligence dans l'univers, qui serait qu'on arriverait à communiquer avec d'autres formes d'intelligence dans l'univers. Dans tous les films, enfin en SF, généralement, bizarrement, c'est une communication orale, c'est une communication sujet-verbe-complément, ils parlent souvent très bien anglais, les extraterrestres qu'on rencontre, c'est assez magique. Alors qu'effectivement, on pourrait complètement passer à côté d'une forme de communication par des faisceaux lumineux, par les odeurs, par des phéromones. Enfin, il pourrait y avoir d'autres choses qu'on ne percevrait pas. Donc là, effectivement, j'ai dû trouver comment, au final, on arrive à se traduire. Sur la question du consentement, alors, c'est par rapport au domaine dans lequel je travaille, du droit des femmes, notamment, qui revenait sur le fait que actuellement, notre système juridique n'est pas basé sur le consentement. Il est basé sur le consentement des personnes à un acte. Il est basé sur une question de propriété privée, en fait. Si on vous a volé quelque chose, c'est une atteinte à votre droit à la propriété privée. Bon, pendant longtemps, notamment, la question du viol était une atteinte non pas à la femme, mais à son mari, père, frère, enfin à la figure masculine qui avait la propriété privée de la femme. Donc dans le droit français, pendant des siècles, ça a été les définitions du viol et la réparation se faisait envers le mari, le père, le frère, enfin l'homme lésé. C'est maintenant qu'on essaye d'intégrer les questions de consentement dans le droit. L'Espagne vient de le faire il y a 2 ans. En France, on n'y est pas encore. Donc voilà. Donc là, c'était une façon où je me disais comment je vais avoir des espèces non humaines qui sont très différents dans leur mode de pensée, mais il faut bien qu'il y ait un commun, en fait. Il faut bien qu'il y ait un premier respect, enfin, il faut qu'il y ait une base du droit. Et la base du droit, parce qu'effectivement, il y a des espèces qui ont cette capacité de télépathie qui peut être envahissante, puisqu'ils peuvent aller comprendre les pensées de quelqu'un, ils peuvent même manipuler la personne par la pensée. Et donc, il fallait qu'avant tout, ne soient acceptées sur la station que des espèces qui sont capables d'émettre un consentement,
donc de l'émettre de façon éclairée et consciente, et ne sont acceptées également que les espèces qui sont capables de respecter un consentement, de respecter donc le consentement qui leur est donné ou le non-consentement qui leur est donné. Et si on n'a pas ces deux premières... si on n'est pas capable de respecter cela, d'avoir ces deux critères, on ne peut pas venir sur la station et cohabiter avec les autres espèces. Et malgré tout, il y a ce bar Ouais. sur lequel tout semble permis. Oui. C'est la soupape de sécurité. En fait, c'est que même si je basais sur un système de droit, même si j'avais des règles et un système de droit et une certaine forme de gouvernance sur la station, il y a effectivement des personnes qui vont les enfreindre, où il va y avoir des zones un peu d'ombre, et notamment, j'ai beaucoup d'espèces et donc d'individus hybrides qui ont cette capacité de télépathie, et il y a des bordels à penser, qui sont donc à des endroits un peu de non-droit où les individus télépathes pourraient utiliser leur télépathie à volonté sur des personnes qui seraient payées pour être manipulées, et ce serait une forme effectivement d'exutoire, comme si c'était un peu une pulsion qui ne pourrait pas réfréner. Et mon personnage principal, il travaille d'ailleurs à un moment. À un moment, oui. Jusque-là, on n'a rien spoilé, je vous rassure. Les scènes ne sont pas décrites avec plus de détails que ça. Alors, pareil, il n'y a pas besoin de trigger warning. Beaucoup de personnes peuvent le lire. Il n'y a pas de violence. C'est pas plus que ça. Cette station aussi, donc on a ce sentiment de bien-être au début quand on voit les premières pages, c'est ce qu'on disait par rapport à la jeunesse des personnages, tout va bien, et on se rend compte qu'il y a alors je ne veux pas dire de bêtises, il y a les espéciens et les fusionnistes, oui. Là pour le coup on se retrouve vraiment dans les questions de racisme, de pureté de race, etc. La science-fiction, tu la vois aussi comme un moyen de faire écho à l'actualité, de faire écho à notre monde contemporain? Alors, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai pas regardé TF1 un soir et je me suis dit, tiens, comment ça se transpose en SF? Je l'ai fait dans l'autre sens. Je suis vraiment partie juste de mon idée, une station spatiale, la rencontre avec des espèces non humaines, des conflits, de l'hybridation, des histoires de vie, etc. Et en extrapolant de comment on vivrait dans un tel lieu, déjà c'est un lieu clos, c'est vraiment un huis clos, c'est sur une station spatiale, donc tout autour c'est le vide de l'espace, donc il y a des questions aussi de survie dans l'espace. Et voilà, c'est en me posant la question de comment on vivrait en fait dans cet espace clos, comment seraient accueillis les individus hybrides par rapport à des individus moins hybridés ou alors des personnes génétiquement pures dans leur espèce. Et bien, c'est là où en fait je me suis dit, mine de rien, 10 000 ans dans le futur, on sera toujours sur ces questions-là. On sera toujours sur les mêmes questions qui nous traversent aujourd'hui ou qui nous ont traversé il y a 5000 ans, qui continuent. Qui est tout simplement de l'altérité. Comment tu te positionnes par rapport à l'autre, comment tu vois les choses, comment tu vois la différence chez l'autre, ou au contraire, comment tu vois les points communs que tu as avec l'autre personne, l'autre individu. Parce qu'en fait, dans Rossignol, les individus sont tellement hybridés, tous... Alors, c'est pas hybridé entre deux espèces, ça peut être hybridé entre 10, 15, 20 espèces différentes, qu'au final, chaque personne est unique. Et donc la question dans Rossignol, c'est comment on définit des groupes de personnes, comment on redéfinit des groupes sociaux, quand finalement il y a vraiment l'individualité de chacun est au cœur de la station, puisque les personnes qui sont hybridées ainsi, totalement uniques, le sont également par rapport à leurs besoins physiologiques que je décrivais au début. Et donc la station spatiale va s'adapter à chacun de leurs besoins par un système de paramètres en fait dans la station. Et donc c'est bien ça, si au cœur de ta survie, au cœur de ta vie physique de tous les jours, il y a vraiment ton unité, ton individualité qui est la base, les pourcentages de tes différentes espèces non humaines. Comment tu arrives au final à l'arrivée à avoir des groupes sociaux par rapport à des différences entre les groupes, entre les gens? Comment tu groupes les gens en fait? Donc tu dis, il y a ceux qui sont télépathes, il y a ceux qui ne sont pas télépathes, il y a ceux qui sont un peu plus humains, il y a ceux qui ont un peu moins de gènes humains. Bon, après, il y a les autres espèces. Il y en a qui sont, par exemple, extrêmement spirituels, il y en a qui sont extrêmement commerçants. Donc, comment tu groupes les gens? Et c'est la même question, finalement, que j'imagine qu'on se poserait dans 10 000 ans, qu'on se pose aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on groupe les gens? Ceux qui sont nés là, ceux qui ne sont pas nés là, ceux qui ont telle couleur de peau, ceux qui parlent telle langue, ceux qui font plutôt de la pétanque, ceux qui font de la boule lyonnaise, enfin je sais pas, on choisit des critères. Et ça c'est la question du est-ce qu'on doit choisir des critères? Est-ce que c'est une pulsion normale, enfin une attitude normale des êtres humains de choisir des critères et de classer les gens? D'accord. Et d'ailleurs, à un moment, il y a le personnage qui se pose la question en disant finalement, cette hybridation est aussi un moyen de lutter contre la guerre, puisque finalement, l'autre est aussi une partie de moi. Oui, alors là, alors je vais essayer de pas spoiler, pas spoiler. Oui, c'est juste. ça. Si, c'est qu'en fait, à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on décide de voir en l'autre une différence qui va être perçue comme une menace à sa propre existence? Parce que la différence me ramène, moi, après, il y a les différences qu'on voit, puis après, il y a la classification, supériorité, infériorité par rapport à ces différences qu'on identifie. Ou alors, est-ce qu'on cherche le commun, ce qu'on a en commun? Bon, par exemple, dans Rossignol, il y a une question du commun du vécu. Ceux qui sont nés sur la station et ont vécu ont plus de choses en commun qu'une personne avec beaucoup de gènes humains qui a vécu sur la station et une personne avec beaucoup de gènes humains qui vient d'une planète humaine. Finalement, ils n'ont pas du tout le même vécu. Il y a plus de différences entre eux que... Voilà, donc, voilà, comment on voit ce qu'il y a de commun. Et quand on voit ce qu'il y a de commun, eh ben, on fait plus... on construit une vie commune avec des objectifs communs et donc on se détache d'un conflit lié à une différence. Donc de conflit de type de guerre, quoi. Et du coup, alors je pense que la question va te sembler bizarre. Je ne sais pas si je suis très claire, j'ai pris que 3 cafés aujourd'hui, mais... Voilà. Oui, dont un, enfin, voilà, dont un avec du lait de soja. Dont un avec du lait de soja en plus. Voilà, ce qui peut expliquer certaines réponses bizarres, mais on n'en parlera pas ici. Il n'y a pas un petit côté Notre-Dame-des-Landes dans la construction de cette station? Ah oui, oui, en fait, la station s'est construite spontanément sur... enfin, c'est même pas dans Rossignol, hein, c'est sur l'univers, en fait, qui était l'univers étendu. L'univers étendu, où effectivement... cette station s'est construite spontanément par justement des individus qui en avaient assez d'être sur des conflits inter-espèces et qui ont dit zut, on en a assez d'être sur ces conflits parce que l'hybridation arrivait et que l'ennemi en face était plus proche de nous génétiquement que les personnes de notre planète d'origine, et donc on a décidé d'arrêter de faire la guerre et se sont retrouvés sur cette station un peu renégate en fait au début. Et tout à l'heure, tu parlais de science-fiction sociale. Hein. Ouais. On a énormément de sujets sociétaux dans Rossignol. Il y a quand même une dimension technique qui est très présente. Tu la sens venir, la question. Hein. Oui, je sens bien. Tu la sens venir. Ce qui est assez marrant, c'est que cette station, qu'on imagine très technologique, très... Alors, pour donner un ordre d'idée, c'est comme si vous aviez une espèce qui ne pouvait pas vivre en dessous de 15 degrés et une autre qui ne peut pas, en dessous de 15 degrés, une autre qui ne peut pas vivre au-dessus de 10. La plateforme, la station, va équilibrer le moment où ils se rencontrent entre 10 et 15. D'accord? Donc c'est ce qui permet aux deux espèces de se rencontrer et de parler. Jusque-là, j'ai bon. Oui, c'est ça. Et en fait, comment ça marche? Personne ne le sait. Voilà, c'est pratique. C'est quantique, comme on dit. C'est quantique. Non, c'est quand même pas. Oui, en fait, la station, effectivement, a été construite par plusieurs espèces non humaines, dont déjà des hybrides, mais pas que, qui ont également fusionné leur technologie. Et c'est une métaphore, en fait. Il y a la fusion dans les gènes, dans les modes de vie, dans les parcours de vie, mais il y a également une rencontre technologique et une fusion des technologies. Et le fait est que, voilà, que tu disais pour les températures, marche pour également la gravité, les ondes, enfin tout, une quinzaine, vingtaine de critères. Donc ça marche incroyablement bien. Et puis les individus ont aussi un ensemble d'implants et de combinaisons aussi sur eux qui peut compenser quand ils sont le seul individu de leur espèce majoritaire dans une pièce. Mais pour dire, oui, il y a la question aussi de la technologie et à quel point à un moment on n'arrive plus à la maîtriser parce qu'on ne sait plus comment elle marche, parce qu'on est allé peut-être trop loin également dans la fusion des technologies. Et donc, belle réponse. Et donc Deuxième, je sens venir ta suite de questions. Non, mais j'en vais pas. Alors le sujet qui est intéressant aussi, c'est qu'on se pose toute la question. Alors tout le long de la novella, on se pose évidemment la question de savoir comment ça marche. Oui. Mais finalement, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Voilà, c'est un peu ça. Encore une fois, c'est une métaphore, cette technologie qui
qui a tellement fusionné qu'on ne sait plus comment ça marche, pour dire que le principe de base, c'est d'avoir confiance que ça marche. En fait. Donc il y a ce sort de laisser-aller, de faire confiance que la technologie fonctionne. Les individus sont bien obligés de faire confiance à cela, et que quelque part, tant mieux si on n'arrive plus à la maîtriser. Parce que si on n'arrive plus à maîtriser cette technologie, elle ne peut plus être corrompue politiquement et utilisée. Voilà. Elle devient un peu mystique, elle devient un peu sacralisée, puisqu'on ne peut plus y toucher. Donc une nouvelle religion, la foi technologique? Je ne suis pas allée jusque-là, mais oui, il y a... Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disait, je vais me tromper, Arthur C. Clarke, je crois. Je te laisse te planter toute seule. D'accord. Qui disait que tout système technologique assez avancé apparaît comme magique, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait une personne du Moyen-Âge qui arriverait à notre époque, il trouverait notre technologie presque magique. Il pourrait vénérer effectivement, je sais pas, la télévision ou une machine à café. Moi, je vénère déjà la machine à café, pour d'autres raisons. Donc, voilà, ce serait complètement envisageable, oui, effectivement, au bout d'un moment. Surtout si ça assure ta survie. Il y a aussi quelque chose qui est très fort dans cette confiance-là, en fait. Et j'ai trouvé que la nouvelle globalement était utopique, Oui. plutôt positive, j'ai trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'une science-fiction positive? Oui. C'est très compliqué comme question, et c'est une question qui traverse le monde de la littérature, de l'imaginaire en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de récits positifs? Alors oui, parce qu'on a eu beaucoup de récits dystopiques pendant quelques décennies. Je pense qu'il faut les deux. Quelque part, il faut des récits positifs et utopiques pour montrer qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées aussi, que c'est des futurs désirables, qu'on ne va pas juste se casser la gueule, parce qu'on a remarqué que les récits dystopiques qu'on fait depuis 40-50 ans n'ont pas spécialement entraîné un sursaut d'action parmi les lecteurs et les jeunes, n'ont pas spécialement fait changer les paradigmes et la donne. Donc là, je pense même sur les grandes dystopies du type 1984, ou même tout ce qui est de la climato-fiction, donc la science-fiction qui est sur les questions de réchauffement climatique. Voilà, on a décrit des choses extrêmement sombres, et en fait, on a remarqué qu'une partie des lecteurs disent bah oui, il y a un côté fataliste, oui, ça va se passer comme ça. Donc effectivement, proposer des récits peut-être positifs, c'est pour montrer que voilà, il y a des solutions à trouver, mais en revanche que ça demande quand même pas mal de gros changements en termes de mode de pensée et une volonté aussi, une volonté politique pour y arriver. Ça ne tombera pas tout seul. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux dystopies / utopies, il y a beaucoup d'époques où en fait des romans comme 84, Fahrenheit 451 sont des cris d'alarme sur la société, et de dire surtout éviter d'aller par là. Et finalement, ça a entraîné sur les lecteurs de science-fiction de cette génération-là plutôt une condition de rejet par rapport à l'histoire qui était proposée. Aujourd'hui, les dystopies, je pense notamment à Hunger Games, etc., les jeunes se retrouvent plus en disant « Ah, j'aimerais bien être à la place de l'héroïne ». Voilà. Le problème de Hunger Games, Divergente, etc., c'est que ça amène l'idée qu'effectivement, ça amène l'idée qu'effectivement, il y a un système qui est liberticide et qui est donc dystopique. Voilà, dans sa mise en place. Souvent, la mise en place s'est faite de manière spectaculaire suite à un cataclysme, donc à une apocalypse en fait civilisationnelle, une rupture civilisationnelle. Et ça met aussi en tête l'idée que, comme dans Divergente ou dans Hunger Games ou dans d'autres titres, Partial, et j'ai oublié les noms, mais je les ai si vous voulez, ça garde l'idée qu'une personne pourra sauver la situation. Il y a le côté de l'héroïne, en plus, c'est une adolescente de 17 ans. Je dis rien, je les ai lus et adorés, c'est pas du tout contre cette littérature-là, mais il y a cette idée qu'ils vont réussir, une personne réussira en se rebellant à détruire le système. Alors qu'on sait que pour renverser un système, il faut qu'en fait on ait un changement de paradigme dans le système, sinon voilà.
Et puis, ce que montre en revanche 1984 ou Le meilleur des mondes, c'est que l'action individuelle ne marche pas, parce que, notamment surtout dans 1984, parce que le système broie l'action individuelle et sait le faire, et le fait très bien. Et je vous ai spoilé la fin de 1984, je suis désolée. Mais franchement, vous devriez tout savoir déjà. Donc voilà, et c'est ça en fait qui est aujourd'hui où on se dit que ce qui est dommage dans la lecture adolescente du type dystopie adolescente, young adulte, c'est qu'il y a un côté où ils veulent être à la place de l'héroïne. Ils imaginent que des systèmes liberticides de ce type ne se mettent en place qu'après une apocalypse ou une rupture civilisationnelle, alors qu'on sait que ça peut être beaucoup plus un glissement, en fait, un glissement qui peut avoir lieu de façon très progressive, ce qui va être mieux montré dans La Servante écarlate, par exemple, où elle revient sur les différentes étapes beaucoup plus progressives qui ont amené à des mesures liberticides et contre la liberté des femmes, notamment. Ce qui, bizarrement, se retrouve dans le monde actuel. Voilà. D'ailleurs, alors pour ceux qui ne connaissent pas La Servante écarlate, le premier élément qui se passe dans La Servante écarlate, c'est l'attaque du Capitole par des fachos. Je dis ça, je dis rien. Ça a déjà eu lieu. Voilà, donc ça c'est fait. Et aussi le fait qu'ils reviennent aux États-Unis sur le droit à l'avortement. Exactement. Deuxième étape. C'est déjà fait. Donc voilà, mais c'est un glissement effectivement. Ce qui est terrible dans La Servante écarlate de Margaret Atwood, qu'elle a écrit en 84, quand même, c'est pour dire, c'est que le personnage lui-même dit mais on s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'au jour le jour, il se passait pas un truc énorme. Tous les 3 mois, 6 mois, il y avait une petite mesure, une loi qui changeait, une petite jurisprudence. Et en fait, un jour, elle s'est retrouvée à aller au boulot et on lui a dit « Bah non, les femmes n'ont pas le droit de travailler ». Ou « Bah non, votre argent appartient à votre mari ». Ou « Ah bah non, vous n'avez pas le droit de divorcer ». Enfin, ce genre de choses. Et elle a fait « il m'a dit « Zut, on s'en était pas rendu compte, mais en fait, ça faisait des années que ça avait lieu ». Donc là aussi, c'est des livres... de dystopie qui amène ce genre de réflexion aussi juste en général sur comment se mettent en place ces systèmes-là, alors que les dystopies young adultes, comme je disais, sont plus spectaculaires et sont aussi beaucoup plus dans le futur. Au final, vont avoir lieu dans 100 ans, 200 ans, alors que 1984, Fahrenheit 451, ça arrive, ou même La Servante écarlate, ça arrivait dans les décennies à venir. Et est-ce que ça veut dire, on a cité beaucoup de titres qui sont connus, est-ce que ça veut dire que la science-fiction est nécessairement politique ? Ou a nécessairement une approche politique ? Vous avez 4 heures. Voilà. Je cherche un café. Alors, je ne saurais... Honnêtement, je ne saurais pas répondre, c'est trop large. Mais potentiellement, non, on pourrait avoir des récits complètement d'aventure... Et complètement d'aventure, d'histoire d'amour, et voilà, sans souci, ou juste basé sur les questions de science. Je veux dire, Greg Egan a écrit des titres de hard SF, donc c'est vraiment sur vraiment l'évolution de technologie, et il n'y a pas de message politique. Le message politique n'est pas ce qu'il a voulu montrer en premier, il voulait du sense of wonder, comme on dit. Mais toute personne qui arriverait avec son vécu pourrait tirer un message politique de tous ces titres, en fait, de tout récit, en fait. L'activité humaine est relativement politique, parce que la politique, c'est l'organisation de la cité. C'est police, P-O-L-I-S, l'organisation de la cité et du vivre ensemble. Donc, techniquement, dès que tu as 2 personnages, tu pourrais dire c'est politique, puisqu'il faut voir comment ils vont interagir, sous quelles contraintes, sous quel système de pensée, de discrimination, de domination, de pouvoir, en fait, dès qu'on est sur ça. Donc oui, ça, on peut y lire tout de suite tout de politique. Mais par exemple, Star Wars, on peut le regarder d'une manière complètement de divertissement, ou alors le regarder d'une manière complètement de politique sur la rébellion, l'Empire, comment l'Empire se met en place, surtout dans la prélogie, beaucoup plus que dans la trilogie originelle, comment l'Empire s'est mis en place, comment la résistance utilise la violence pour en fait combattre une plus grande violence. Enfin, on pourrait tout y lire, mais vous pouvez aussi juste le regarder en kiffant Star Wars, parce que c'est une belle aventure, quoi. Et tu es très adepte des salons, on te voit beaucoup sur les salons. Oui. Donc les salons, faut savoir que c'est un moment privilégié beaucoup dans l'imaginaire, on aime bien aller traîner dans les salons, bar de Madame Spock, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'apporte un salon pour une autrice, un auteur en termes de ressenti, etc. Déjà, c'est rompre un peu la solitude quand même, parce que quand on écrit des heures,
des heures et des heures et des heures tout seul dans son coin. C'est enfin se retrouver juste entre passionnés déjà, et puis avec d'autres auteurs où on peut échanger un peu, rencontrer les éditeurs, rencontrer les lecteurs. Ça c'est super aussi, même si des fois on n'a pas énormément de temps, mais de pouvoir discuter autour des livres. Il y a plein d'axes de réflexion aussi, hein. Les utopiales, c'est vraiment sur le dialogue entre science et science-fiction. Sciences sociales aussi, mais pas que sciences. Mais il y en a qui vont être plus des salons qui vont être sur plutôt l'état de la création littéraire, en fait, les nouveaux outils, les nouveaux courants. Voilà. Et puis on peut également voir des auteurs étrangers qui peuvent venir en France, parce que la science-fiction, c'est quand même la littérature de l'imaginaire, comme toute littérature. Il y en a dans tous les pays, il n'y en a pas que française, il n'y en a pas que américaine non plus. Donc voilà, c'est ces moments-là quoi, de rencontre. Et j'imagine que tu es aussi une lectrice. Oui. Si aujourd'hui tu devais citer quelques auteurs, autrices qu'il ne faut pas manquer, alors plutôt les jeunes générations. Plutôt les jeunes générations. Jeunes générations, les nouveaux auteurs, autrices. Oui. Me cite pas Aldous Huxley. Non mais ça, je considère que tout le monde l'a déjà lu, donc c'est bon. C'est quoi en SF? Ouais, on va rester en imaginaire alors, plus large. Moi, je lis quand même quasiment que de la science-fiction, donc j'ai très peu lu. J'ai lu Robin Hobb sur de la fantasy. J'ai failli me tromper. Sur de la fantasy. Si tu veux, tu peux expliquer à tout le monde la différence entre chaque. Tout le monde voit la différence entre chaque. Oui. Vous connaissez le chat? Oui, le chat. On fait le test du chat. Alors, dans les littératures de l'imaginaire, on a science-fiction, fantasy, fantastique. Horreur se balade un peu, mais c'est peut-être un sous-genre du fantastique et pas que. Donc, on dit que science-fiction, c'est on extrapole comment serait la société quand il y a une évolution scientifique, technologique. Fantastique, c'est j'allais dire survenue, mais je suis même pas sûre que c'est un mot français. Je crois que le chat, c'est le... Oui, mais je fais le chat après. Donc le fantastique, c'est un élément surnaturel qui arrive dans un monde naturel, enfin voilà, donc un élément qui fait surprise. Et le fantasy, c'est une histoire où des éléments surnaturels ne seraient pas surnaturels, ils seraient acceptés et connus. Donc le test du chat, c'est vous avez un chat qui entre dans la pièce. Ce chat vous parle. Si vous êtes surpris que ce chat vous parle, parce que dans votre monde, les chats ne parlent pas, c'est du fantastique. Si vous n'êtes pas surpris, parce que les chats parlent, les chats parlants, les chats magiques, les chats sorciers, c'est normal pour vous dans votre univers, c'est de la fantaisie. Et si le chat est un robot, c'est de la SF. Voilà. Le test du chat. Le test du chat, voilà. Qu'on utilise tous pour expliquer les différents genres, en sachant que la plupart des textes maintenant sont bien entendu à cheval. Oui. Sur l'ensemble des trois majeurs. Voilà. Donc, par exemple, Harry Potter, dans les premiers tomes, Harry est surpris de découvrir le monde des sorciers. Pour lui, c'est le surnaturel qui apparaît soudainement dans sa vie. Mais en fait, dans les tomes suivants, donc là on est dans du fantastique, mais dans les tomes suivants, il est complètement dans le monde des sorciers, retourne très rarement dans le monde des non-sorciers, donc des moldus. Et donc on est dans la fantaisie, parce que le système de magie est connu et accepté, et tout le monde peut en faire. Donc là, c'est un livre qui a un peu navigué, très rapidement basculé en fantaisie. Donc mes auteurs clés ou aujourd'hui, les derniers que tu as lus qui t'ont plu. Ah ok. Alors quand même une autrice américaine qui est vraiment incroyable en science-fiction aujourd'hui, pour moi celle qui va le plus loin dans la réflexion sociétale suite à une évolution technologique, c'est Ada Palmer. T'allais pas Ada Palmer? J'aurais dit Becky Chambers. Ah non, oui, Alors ce qui est intéressant avec Ada Palmer, c'est qu'elle reste sur Terre quand même. Elle le fait sur la société actuelle. Donc sa saga, ça s'appelle Terra Incognita. Son premier tome, c'est trop semblable à l'éclair. C'est une science-fiction hyper exigeante en revanche, parce qu'elle mêle énormément de philosophie, notamment la philosophie des Lumières, parce qu'elle est extrêmement fan, à ses intrigues. C'est 5 tomes, très gros, tout est lié. Voilà, qu'il a déjà lu. Voilà, c'est bien. Donc Ada Palmer, elle, son principe, c'est tout simplement d'avoir une technologie qui permettrait de se déplacer n'importe où sur la planète en moins de 2 heures. Vous pouvez aller n'importe où sur la planète en moins de 2 heures, c'est entièrement gratuit et ça consomme quasiment pas d'énergie.
Bon, ça utilise de l'antimatière, mais ça, elle le décrit même pas. Et elle explique que si on avait une telle technologie, si vous pouvez vivre à Rio de Janeiro et travailler à Londres et avoir votre famille qui habite à Sydney, et en fait, au bout d'un moment, là, se poserait la question de l'utilité d'avoir des pays. Et donc, elle détruit complètement la géopolitique humaine sur ça en disant il n'y aurait plus de pays, il n'y aurait plus de frontières. Les gens adhéreraient à un code juridique de façon volontaire en fonction de certaines affinités pour certaines valeurs et certains codes juridiques. Et après, elle pousse beaucoup d'autres choses sur beaucoup de thématiques. Donc, je dirais Ada Palmer. Alors, Becky Chambers, qui, elle, travaille plus avec des aliens, en l'occurrence, sur effectivement, et c'est de la SF positive, optimiste, les choses, je ne vais pas dire que les choses se passent bien, parce qu'ils ont quand même des aventures, mais généralement, c'est assez... Les personnages sont bienveillants entre eux, c'est très bizarre aussi. C'est très inclusif comme... C'est très inclusif, il y a effectivement certaines personnes qui sont donc non-genrées, il y a beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que les personnages sont bienveillants entre eux. Je veux dire, à un moment, il y a un personnage qui a un terrible secret, qui le cache à tout le monde, et quand à la révélation, les gens lui en veulent pas, lui disent « mais ça va ? Ça n'a pas été trop dur de nous cacher ce secret ?» Mais c'est pas une réaction que tu as habituellement dans les livres aujourd'hui, donc même en général dans la société. Donc Becky Chambers, pour citer des Françaises, je dirais Catherine Dufour, sur de la SF, mais elle fait également de la fantasy. Je citerai Floriane Soulas, le prix Utopia l'année dernière. Elle a écrit en SF avec Les Oubliés de Lama, mais elle a fait du post-apo dernièrement aussi, avec Tonnerre après les ruines. Je citerai Claire North, qui est également publiée dans cette collection avec la Maison des Jeux, qui est du fantastique, je dirais, et là elle vient de sortir de la SF. Oui. Je pense que c'est un peu inclassable. Oui, moi je dirais aussi. Ted Thompson aussi, qui a sorti ça. Et après, voilà, sur les auteurs de SF... qui me plaisent énormément parce qu'ils sont aussi sur l'écriture de nouvelles, où la nouvelle, le format court en science-fiction, c'est vraiment génial, il a toute sa place et ce format, on peut vraiment s'éclater dedans. C'est Ken Liu, donc, avec son recueil Jardin de poussière, ou La ménagerie de papier. Rich Larson, il y a aussi Ray Neller qui fait des nouvelles assez incroyables. Et puis voilà, je dirais ces auteurs-là récents. J'en oublie, il y en a 10 000 autres. Oui, il y en a plein d'autres. Alors pour info, moi j'ai lu le dernier recueil de Christian Lérouillet qui reprend ses nouvelles sur 50 ans à Argile. Et franchement, il y en a des très très bonnes. Oui. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on prenne un peu de temps pour que vous posiez aussi vos questions. Donc Audrey attend des questions compliquées. Non. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser quelques questions? C'est plutôt une réflexion à partir, puisque je n'ai pas lu le texte de Rossignol, ça me fait penser quelque part à la série de Straczynski, Babylone 5. Et puis aussi un recueil de nouvelles, mais qui a pas mal d'années et qui m'avait vraiment très intéressé, qui s'appelle L'Hôpital des Étoiles, de James White. Qui ? Ah, d'accord. Et où, sur une station spatiale, les extraterrestres viennent se faire soigner par des équipes, et c'est toute la description des créatures qui vivent dans l'eau, comment on peut opérer, etc. etc. Si un jour vous avez l'occasion de trouver ça, c'était sorti au Masque à l'époque. Voilà, c'est plus en tout cas des réflexions de vieux lecteurs d'imaginaire et de science-fiction. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour pousser un peu plus loin, je trouve que quand même la science-fiction a un petit peu disparu, où elle s'est transformée au profit peut-être plus de fantaisie, notamment avec des éditeurs qui axent, comme de Saxus notamment, sur une certaine littérature pour un public bien particulier. Cela étant, on n'en a pas parlé, mais pour rebondir sur ce que tu dis, si la science-fiction en tant que genre d'imaginaire est peut-être moins marqué chez les éditeurs d'imaginaire, on sent quand même une vraie percée en blanche des thématiques de science-fiction. Qu'est-ce que, c'est aussi quelque chose que tu ressens de ton côté? Oui, alors juste pour expliquer, on a effectivement des titres de science-fiction qui sortent en littérature blanche.
Voilà. Littérature blanche, ça veut dire littérature générale. C'est des éditeurs qui sont Gallimard, pas spécialisés imaginaires. Donc on a Gallimard, Héloïse Dormesson. Flammarion, Héloïse Dormesson, on peut même avoir Albin Michel. Albin Michel, il y a Albin Michel imaginaire, mais il y a certains titres où ils ont décidé de le sortir chez Albin Michel. Alors pourquoi ? Parce que c'est un choix, franchement les catégorisations comme ça, c'est un choix quand même commercial et marketing. Parce qu'ils ont remarqué que quand un titre sortait en science-fiction imaginaire, même dans une maison d'édition spécialisée ou dans la branche imaginaire d'une maison d'édition, eh bien en fait, quelque part, certaines personnes n'allaient pas prendre le livre en se disant « je ne vais pas aimer, c'est de la SF, j'aime pas les aliens ». Voilà. Parce qu'ils pensaient que c'est que du space opéra, la SF. Donc il y a eu des choix de dire on va le mettre en littérature blanche parce qu'en fait les gens auront moins d'a priori dans la lecture. Par exemple, L'Anomalie, qui a quand même eu le prix Goncourt 2020 de Hervé Le Tellier, oui. C'est quand même de la SF. Enfin, c'est de la SF. Mais quand ça a été publié, ils ont dit on va pas faire peur aux gens, on va le publier en blanche, les gens vont le lire. Et ils se feront avoir. Enfin, en gros, ils liront de la SF sans savoir qu'ils lisent de la SF. Et au final, bah, ça a été un peu ça, et ça a marché. Et les gens se sont retrouvés étonnés d'avoir aimé de la science-fiction. Donc, on a ça aujourd'hui dans le paysage éditorial. Il y a des très bons textes, des très grands textes de SF, même en traduction, hein, même sur de la traduction. Il y a Terre d'Amérique, je crois, qui a fait des traductions d'auteurs de SF américains chez Sud. Mais même là, on a eu celle qui est, je sais plus son nom, Leila, celle qui était à Quotidien, qui a aussi sorti un roman qui était éligible au prix, qui était de la dystopie pour le coup. Oui, oui. Héloïse Dormesson vient de sortir La Roche, qui est aussi un post-apo. On a Sansal chez Gallimard, qui a sorti aussi un roman de science-fiction et revendiqué. Oui, voilà, donc revendiquer, mais pas sous les couvertures, pas dans les branches imaginaires des grandes maisons, et encore moins en maison d'édition spécialisée. Donc voilà, il y a ça aussi, mais ça c'est des stratégies aussi marketing. Ce qui est terrible, c'est à l'arrivée d'avoir des commentaires, quand par exemple pour L'Anomalie, ou alors pour d'autres romans qui sortent un peu en blanche, c'est que les gens après vont dire non mais c'est pas vraiment de la science-fiction, parce que ça parle avant tout de comment les humains réagissent face à une évolution technologique. Tu dis mais c'est la définition de la science-fiction en fait. C'est à cause de personnes qui vont penser que c'est avant tout des vaisseaux spatiaux et des aliens et des voyages dans le temps ou je ne sais quoi. Donc c'est dommage parce que voilà, on a un problème d'a priori parfois sur la SF. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'associer au cinéma américain où on a souvent des blockbusters qui arrivent plus que des cinémas d'auteur? Oui, probablement, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a peut-être un moment à essayer de s'affranchir un peu des genres et à sortir de là, mais c'est pas évident. Après, moi je suis pas contre non plus, c'est une bonne stratégie. Si ça fait venir des lecteurs vers la SF, des gens qui par erreur ont pris parce que c'était en blanche et que ça a été ça. Parce qu'en fait, ces livres-là ont une plus grosse couverture médiatique en presse. Alors là, c'est Alan qui pourra nous dire parce qu'il fait partie de l'Observatoire de l'imaginaire qui recense les articles de presse dans la presse généraliste qui sortent à propos de livres d'imaginaire. Mais souvent, ils ont une bonne couverture médiatique, donc ils sont lus, ils sont achetés. Et tant qu'à faire, après, les gens se disent « zut, j'ai aimé ». Je vais voir qu'est-ce qui se fait en science-fiction d'autres en France, et puis ils vont arriver vers des livres plus catégorisés dans les maisons d'édition de SF. Et juste, je voulais répondre la première partie, troisième partie de la question, je ne sais plus, sur l'imaginaire en général. Alors moi, je parle avec les éditeurs, alors le mien, mais d'autres éditeurs, et ils ont remarqué depuis 15-20 ans qu'ils reçoivent très peu de manuscrits de science-fiction par des auteurs français. Ils reçoivent énormément de fantaisie, mais énormément de fantaisie. Et des autrices vont écrire énormément d'urban fantasy, où il va y avoir des vampires et des elfes et des loups-garous sexy, tout ce que vous voulez, des sorcières et tout. Voilà. Donc ils sont les premiers désolés de dire on aimerait bien publier plus de science-fiction, parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont vraiment ça en première ligne éditoriale, mais qui se retrouvent à publier beaucoup de fantaisie, parce qu'ils n'arrivent juste pas à avoir de manuscrits de science-fiction, d'auteurs de science-fiction, et d'autrices de science-fiction encore plus. La fantasy a vraiment pris. Alors c'est parce qu'il y a eu Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, The Witcher, enfin il y a aussi au niveau des films et des séries quelque chose qui s'est passé, mais les gens écrivent beaucoup plus, en termes de manuscrits, ils reçoivent beaucoup plus de manuscrits de fantasy que de science-fiction. Alors,
Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les gens, La SF ça est les, peut-être plus ça les exigeante. déprime. La SF est plus exigeante et peut-être que c'est un peu déprimant. La SF, le problème, c'est qu'on doit travailler avec notre monde tel qu'il est. À part si on fait de l'Uchronie où on revisite l'histoire, mais on travaille avec le monde tel qu'il est. Donc ça peut être un peu déprimant aussi d'y penser. Alors que la fantasy, on pourrait créer un autre monde complètement différent. Voilà, il y a un côté peut-être plus d'évasion, même pour l'écrivain. Je veux dire. Bah, je pense que par rapport à ça, l'ASF exige une rigueur scientifique, même Oui. si on ne l'est pas. C'est-à-dire que Et politique, enfin, et sociétale. politique, il faut que ça se tienne. Oui. Sur la fantaisie, on a déjà l'acceptation que le monde il va être différent du nôtre. C'est-à-dire Oui, qu'on tout à fait. on prend en prérequis que ce qui existe est comme ça, et puis on nous dit c'est comme ça et pas autrement. Sur la SF, je pense que les gens s'attendent plus à ça, et probablement les auteurs. J'avais fait dans un de mes textes, vaguement, dans 2 phrases, j'avais dit, dans ce futur que j'imaginais, comment allait évoluer la Chine. Et j'ai un lecteur qui est venu me voir en disant « Ah non, non, moi je suis un spécialiste de la Chine et je pense pas que ça serait passé comme ça. » Et je dis « Je suis désolée, moi je suis pas du tout une spécialiste de la Chine, j'ai imaginé ça et je me suis dit, je dois pas trop me tromper, mais c'est clair que mes prochains textes, ils se sont pas passés en Chine. Enfin, j'en ai plus du tout mentionné. » Et voilà. Donc effectivement, des fois on se dit « Mais c'est décourageant. » Je me dis « Je vais peut-être plus du tout oser trop parce que effectivement on travaille avec le monde tel qu'il est maintenant et il faut quand même bien le connaître et rester cohérent. Enfin, il y a une exigence de cohérence aussi dans les textes, au niveau sociétal et géopolitique et au niveau technologique, parce qu'on parle d'un futur qui peut être très proche. Enfin, aujourd'hui, si on écrit de la SF sans expliquer comment la pandémie mondiale du Covid nous a touchés, on serait un peu à côté, en fait. Donc voilà, alors que la fantaisie, il y a un côté un peu plus facile, presque. Je dis ça avec grands guillemets. Par rapport à ce que tu disais sur la presse, alors l'Observatoire de l'imaginaire, effectivement, on surveille un peu tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la presse généraliste, donc ce qu'on va appeler la presse généraliste, c'est la presse non spécialisée par définition. Donc on va exclure tous les magazines, alors Le Point Pop, c'est un grand débat, Métal Hurlant, tous ces magazines qui sont des magazines spécialisés en imaginaire, on les exclut. Si on regarde les grands, donc Le Monde, Le Point, etc., la littérature, oui, Lire magazine, Lire magazine, etc., la littérature d'imaginaire au sens large représente 4% de l'éco-presse. C'est-à-dire que quand on parle de littérature, 4% des titres chroniqués dans les rubriques livres des différents médias généralistes concernent des livres d'imaginaire, et au sens large. C'est-à-dire des livres qui sortent en blanche mais qui sont de l'imaginaire, l'Observatoire les considère comme de l'imaginaire, donc les anomalies, etc. Là où, en termes de chiffre d'affaires, je crois que c'est 15 ou 20%. Donc vous voyez la différence. Et sur les 4%, très peu de nouveaux auteurs. Alors on va avoir un Hervé Letellier qui va tout rafler un moment, un Damasio qui va faire un carton, mais les auteurs-autrices récentes ne sont pas très mis en avant dans ces 4%. On a essentiellement les titres historiques. Les rééditions de Dune, là, Aldous Huxley. Seigneur des Anneaux, sa réédition de cet été. Exactement. Là, Aldous Huxley a une nouvelle traduction qui est parue novembre, si je ne dis pas de bêtises, donc Le meilleur des mondes. Je suis à peu près sûr que c'est un des titres qui va être le plus chroniqué au niveau de la presse généraliste. Donc c'est un vrai sujet qu'on a, mais malgré tout, les littératures d'imaginaire se portent très bien. C'est pas, on n'est pas en train de dire c'est mal. Il y a 4% et l'imaginaire se porte bien. Et puis il y a aussi pas une notoriété, mais une visibilité qui est donnée par d'autres produits culturels qui vont être les films, le cinéma et les séries notamment. On voit beaucoup, voilà, la série The Witcher a amené énormément de lecteurs sur la saga, donc ça a ramené des rééditions aussi, etc. Mais je crois qu'on avait regardé Alan ensemble en plus, les 10 premiers films au box-office, il y en a 6 sur les 10 qui sont en fait de l'imaginaire, de la SF. Voilà. Après il faut expliquer aux gens que Avengers c'est de la SF, mais ils ne le voient pas toujours. Mais oui, c'est ce qui marche quand même sur un produit de consommation autre que le livre, enfin un produit culturel autre que le livre. Et j'avais une discussion avec un éditeur, même pas une discussion moi, je l'ai eu avec cet éditeur, mais je sais qu'après il en a reparlé, donc Jérôme Vincent de ActuSF, qui a mis la clé sous la porte et qui maintenant s'appelle les Nouvelles Éditions ActuSF, où il expliquait que le monde, enfin l'économie du livre se retrouve également. Bon, il a toujours été, mais c'est de plus en plus prégnant, en compétition avec les autres médias culturels qui vont être la télévision et les séries, et notamment toute l'offre Netflix, Apple TV, iTunes, etc., voilà, qui se nourrit des livres, puisque c'est un nombre incroyable d'adaptations. Voilà. Mais c'est vrai que le soir où les gens se disent « qu'est-ce que je fais ?»
Je mets Netflix plus facilement que je me fais La Roue du Temps en 22 tomes. Entre lire les 9 volumes de 600 pages de The Expanse ou regarder les 6 saisons Oui. sur une plateforme dont je ne citerai pas le nom. Bien sûr. Il faut faire les deux. Oui, une question. Je vous emmène le micro ou Oui, ça va il faut aller faire les deux. Ça va aller D'accord. Alors j'ai deux questions. La deuxième est peut-être plus difficile, donc c'est pour ça que je fais la première avant. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous pensez que vous avez terminé d'écrire et que votre œuvre peut être publiée? Et la deuxième question, c'est quel serait le meilleur avenir pour votre livre Rossignol? Alors la première question, elle est très facile en fait. Ce qui me fait dire que mon œuvre est finie et que c'est prêt à envoyer à mon éditrice, c'est ma date butoir en fait que m'a mis mon éditrice. Oui, j'ai pas le choix à un moment que de lui envoyer. Non, je rigole à peine. Mais à peine parce que j'ai échangé avec David Meulement et il a eu la même remarque sur un de ses auteurs. En fait, il dit à un moment, non mais tu l'envoies parce qu'autrement tu vas continuer à travailler pendant 10 ans dessus. Oui, c'est ça. On peut travailler indéfiniment sur un texte. Je pense qu'il y a un moment de satisfaction couplé à un moment d'humilité. C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis dit, là, bon, j'avais quand même une date butoir, hein, j'avoue. Mais, ou même sur mes nouvelles, hein, j'ai écrit une trentaine, une quarantaine de nouvelles. Parfois j'ai des dates butoirs, parfois non. Mais il y a un moment où il y a un côté de satisfaction, de dire, bon, bah là, moi, je suis satisfaite de mon texte. Et quelque part, il y a un moment d'humilité. Alors, il y a pas mal. Satisfaction, humilité, dégoût. Il y a satisfaction de mon texte, je trouve qu'il est bien. Humilité de me dire, à un moment, moi j'ai la chance d'avoir une éditrice, en fait, maintenant, à qui je peux envoyer mes textes. Et il y a un moment où j'ai l'humilité de dire, j'ai plus de regard sur mon texte. J'irai pas plus loin toute seule, en fait. Bon, ça acquis avec l'expérience, hein, au final. Donc de me dire à un moment, voilà, là je sais qu'il est perfectible, mais moi j'arrive plus, je l'ai lu 20 fois, j'ai les yeux qui saignent, je vois plus le truc, des fois les phrases ont tellement changé qu'elles veulent plus rien dire. Faut à un moment pas perdre la fraîcheur du premier jet aussi qui est souvent relativement frais et fluide. Et puis la petite notion de dégoût aussi, c'est que quand on relit trop un texte, on commence à un peu avoir un ressentiment envers le texte et il commence à nous crisper, on perd le côté un peu magique de la création, et je pense que c'est là où c'est le moment de l'envoyer, quand même. Parce qu'après, de toute façon, l'éditeur, l'éditrice le relira et on aura de nouveau le temps de retravailler dessus. Mais voilà, donc il y a ces moments-là. Et l'avenir de Rossignol? Ah pardon, j'ai oublié ça. L'avenir de Rossignol, il est sorti en mai dernier, donc je dirais pas qu'il est déjà vieux, mais c'est vrai qu'il commence à faire un bon bout de chemin. Bon, il a gagné un prix, moi je suis super contente, j'aimerais bien qu'il gagne d'autres prix, donc votez pour lui. Non, c'est même pas des prix où on peut voter, prix du public. Mais oui, c'est sûr que d'être mis en avant sur des salons, parce qu'il est nommé, il est nommé au prix Sirène, du festival Sirène. À Rennes. À Rennes. Voilà, organisé par l'université Rennes 2. Donc oui, ça lui amènerait toujours une nouvelle impulsion, une nouvelle diffusion. Mais voilà, mais il continue à avoir des retours, des chroniques, donc il continue un peu sa vie éditoriale. Voilà, il est sorti depuis 8 mois, je pense qu'il a encore quelques mois d'actualité, on va dire, avant que ça commence à retomber. On ne l'a pas précisé, hein, Audrey est la première française publié dans la collection Une heure lumière, qui est déjà à 50 volumes. 50. Oui, 50. 50, oui, je crois que c'était le 50e. Oui, oui, j'avais justement, c'est un peu pour rebondir, votre roman, est-ce qu'il va être traduit est-ce que en fait, les auteurs français arrivent à percer sur le marché américain, par exemple, ou anglais Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas éditrice, hein, j'aurais moins toutes les connaissances techniques de la chose. Ce qui se passe, c'est que les romans en gros, les anglo-saxons, enfin les Américains, ils ont de quoi se nourrir, ils ont assez de production en interne pour se nourrir sur ça. Parce que c'est un gros pays aussi, et ils ont beaucoup de personnes qui écrivent. Et la SF ne pâtit pas de la même image, je pense. On m'a dit qu'il y avait une meilleure image. Donc, ils ne sont pas trop à la recherche d'auteurs étrangers à traduire. Ils vont être un peu, quand ils vont aller chercher, par exemple, des auteurs afro-américains ou sino-américains. Ken Liu, par exemple, est sino-américain. Des auteurs indiens. Enfin, il y a plutôt... Voilà, à part les grands succès comme The Witcher, où il est
polonais, l'auteur, si je ne me trompe pas, ou Glukowski qui est russe. Voilà, ils se nourrissent assez eux-mêmes. Donc les traductions vont plutôt dans l'autre sens. On traduit les auteurs américains énormément. En Europe, je crois qu'il y a le salon de Francfort, qui est le salon de la vente de droits de traduction des titres, où il y a toujours les éditeurs français qui y vont pour faire traduire leurs titres. Donc il y a quand même un gros marché. Les traductions d'auteurs français à l'étranger, ils se font énormément sur les auteurs français qui ont une grosse identité franchouillarde. C'est-à-dire, je m'explique. C'est con, je vais arrêter de dire les noms que j'avais en tête alors. Peut-être, mais voilà, moi ce que j'ai vu de l'analyse de quelqu'un, c'est par exemple Pierre Pével, avec son Paris des merveilles, qui est donc un steampunk fantasy, avec de la magie, des fées, des elfes dans un Paris 1900, on va dire. Il a énormément traduit à l'étranger, et ça marche très bien, parce qu'il y a un côté Paris, et c'est merveilleux, et c'est pas la belle époque, mais bon, voilà, et c'est ça qui a énormément, voilà, il y a donc, ou alors également Christelle Dabos, bon, il y a moins le côté français, mais il y a quand même dans ses textes des choses qui ramènent à ces visuels-là, donc voilà, ça a été beaucoup traduit. De la SF spatiale, space op, je ne sais pas si ça sera énormément traduit sur le marché anglo-saxon. Je crois que je pense à Pierre Grimbert aussi. Je crois que Pierre Grimbert, je crois que son secret de J a été traduit. Voilà, donc alors bizarrement, on peut avoir plus des traductions en allemand, en italien, enfin des choses qui vont aller vers les pays européens plus proches, sans spécialement passer par l'américain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors moi je voulais remercier énormément Stéphanie et Frédéric et les médiathèques du Mans, évidemment les Mycéliades pour avoir permis cette rencontre. Merci beaucoup Audrey d'avoir fait le déplacement jusqu'au Mans en levant tous les obstacles des transports en commun. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, et donc là vous avez la possibilité de prendre un roman, une novella, voilà, donc un court roman, qui est un format peu présent en France quand même. Oui, on a 1 heure lumière et l'agence de voyage 1115. Ouais. Voilà. Et donc, merci à toutes et tous. J'espère que vous avez apprécié l'échange, comme nous.